La maison se situait à la périphérie de Bordeaux, dans une rue étroite, bordée de platanes centenaires, dont le sol était jonché de feuilles humides presque toute l'année. La façade, en pierre calcaire typique de la région, n'affichait plus la même clarté que les bâtiments historiques du centre-ville. L'humidité avait assombri certaines parties du mur, y créant des taches évoquant des ombres permanentes. Derrière ces hautes fenêtres toujours closes, vivait Claire Duval. Elle avait 38 ans, était infirmière dans un hôpital public de la ville et travaillait de nuit depuis près de 5 ans. L'épuisement faisait partie intégrante de son quotidien. Ses yeux étaient cernés et ronds. Ses mains, autrefois si fermes, tremblaient légèrement lorsqu'elle tenait des tasses de café. L'hôpital était confronté à des restrictions budgétaires et à une pénurie de personnel, une situation courante dans de nombreuses régions de France. Et Claire enchaînait les heures supplémentaires pour subvenir aux besoins de la maison héritée de sa grand-mère. La maison était ancienne, construite à la fin du XIXe siècle, à l'apogée du commerce du vin dans la région. La famille Duval n'était pas riche, mais elle était profondément enracinée dans la ville. Le père de Claire avait été tonnelier dans un domaine viticole près de la Garonne. Sa mère était morte jeune. Il ne restait plus que la maison, trop grande pour une personne seule, trop silencieuse pour un esprit épuisé. L'antagoniste de cette histoire n'avait pas de visage immédiatement visible. Il s'appelait Julien Moreau, mon voisin, un agent immobilier de 45 ans, toujours élégant. Il s'était installé dans la rue 2 ans plus tôt, au début de la spéculation immobilière aux abords de Bordeaux. On achetait, rénovait et revendait à prix d'or de vieilles maisons à des investisseurs étrangers attirés par le charme historique français. Julien voulait aller chez Claire, non pas par attachement émotionnel, mais par calcul. L'emplacement était stratégique, suffisamment proche du centre pour attirer les touristes intéressés par les routes des vins, mais suffisamment éloigné pour préserver son atmosphère paisible. Il avait déjà fait 2 offres d'achat, toutes 2 refusées. Claire n'avait aucune intention de vendre. Le conflit a commencé subtilement. Tout d'abord, des lettres anonymes dans la boîte aux lettres. « Vous ne devriez pas être seul dans cette maison. » Puis, des désagréments mineurs. La poubelle renversée, le portail entrouvert, la lumière du couloir restée allumée alors qu'elle était sûre de l'avoir éteinte. Rien qui puisse être prouvé, rien qui ne puisse être attribué à la fatigue. Claire commença à douter de sa propre perception. Elle travaillait 12 heures de nuit, entourée de patients gravement malades, au son des bips irréguliers des moniteurs cardiaques. Lorsqu'elle rentrait chez elle à l'aube, le silence lui paraissait vibrer aux oreilles. Un jour, en rentrant de son service, il trouva la porte de derrière déverrouillée. Elle était absolument convaincue qu'il l'avait enfermée. Il entra lentement, serrant le trousseau de clés entre ses doigts, comme s'il s'agissait d'une arme improvisée. La maison empestait le vieux bois et la poussière. Rien ne semblait avoir été volé. Mais quelque chose clochait. Dans la cuisine, une chaise n'était pas à sa place habituelle. C'était un détail insignifiant, sans importance pour un visiteur. Mais Claire alignait toujours parfaitement les chaises sous la table. Celle-ci était légèrement décentrée, comme si quelqu'un s'y était assis. Elle n'a pas appelé la police. Au lieu de cela, il prit une douche, ferma les rideaux et essaya de dormir. Les jours suivants apportèrent de nouveaux signes. Un matin, le miroir de la salle de bain sembla fêlé. Un bruit provenant du grenier la réveilla en plein après-midi. De légères empreintes de pas dans la poussière du couloir à l'étage, trop petites pour être les siennes. Julien a commencé à venir plus souvent. « Tu as l'air trop fatiguée, Claire. Tu as peut-être besoin d'un nouveau départ. Cette maison est trop grande pour une seule personne. Je connais des investisseurs intéressés. Cela pourrait résoudre vos problèmes. » Les mots étaient doux, le regard calculé. Claire avait l'impression d'être observée. Le soir, en partant travailler, elle remarquait les rideaux de la maison voisine bouger discrètement. Le jour, lorsqu'elle essayait de dormir, elle avait la sensation d'entendre des pas résonner au-dessus de sa tête, même si elle savait que le grenier était vide depuis des années.
L'élément de mystère a commencé à se dessiner lorsqu'elle a trouvé quelque chose dans la cave. La maison possédait une vieille cave où sa grand-mère entreposait des bouteilles de vin maison. Claire y descendait rarement. L'escalier était raide et l'air lourd. Par un après-midi pluvieux, après avoir entendu un bruit fort venant d'en bas, il décida d'aller voir. Il est descendu avec une lampe torche à la main. Parmi les vieilles étagères, il remarqua que l'un des murs de pierre s'écaillait partiellement. Quelqu'un avait récemment enlevé un morceau de plâtre. Le mortier semblait encore frais. Son cœur s'emballait. Elle rapprocha la lampe et remarqua une petite ouverture irrégulière dans le mur, comme si quelqu'un essayait de creuser quelque chose. Claire sentait le poids de l'épuisement se mêler à la peur. Julien savait que la maison était ancienne. Il savait que les propriétés de cette époque à Bordeaux dissimulaient parfois des caves secrètes, des tunnels ou des compartiments oubliés datant de la guerre. Mais pourquoi s'en prendre à ce mur? Elle monta en courant et verrouilla la porte du sous-sol. Ce soir-là, à l'hôpital, elle s'est trompée dans la posologie d'un médicament. Son supérieur l'a avertie. La fatigue commençait à nuire à son travail. Sa stabilité financière dépendait de cet emploi. Le conflit comportait désormais deux fronts, la pression psychologique croissante au sein du foyer et la menace réelle de perdre leurs moyens de subsistance. À son retour le lendemain matin, il trouva Julien debout devant sa résidence. « Tu as besoin de te reposer », dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Les vieilles maisons ont leurs secrets. Parfois, il vaut mieux les laisser derrière soi. Claire n'a pas répondu, mais cet après-midi-là, il décida autre chose. Au lieu de l'ignorer, j'enquêterai. Il retourna au sous-sol avec ses outils. Il commença à enlever le plâtre du mur déjà endommagé. Le bruit du métal contre la pierre résonna comme un avertissement. Au bout de quelques minutes, quelque chose est tombé de la cavité. Un morceau de vieux tissu, coloré, et à côté, un petit objet métallique, rouillé, mais reconnaissable. C'était une alliance. Claire sentit son estomac se nouer. Elle n'avait jamais été mariée, et sa grand-mère n'avait jamais mentionné de rénovation concernant ce mur. La maison, silencieuse au-dessus d'elle, semblait désormais receler bien plus que de simples souvenirs de famille. Il semblait dissimuler une histoire interrompue, et quelqu'un était au courant. Quelqu'un essayait de la retrouver avant elle. Bordeaux était une ville de contraste. Les touristes flânaient insouciants le long des quais de la Garonne, visitant les domaines viticoles centenaires et les restaurants raffinés du centre historique, tandis que les quartiers plus excentrés portaient les marques discrètes d'une pression immobilière croissante. De vieilles maisons étaient achetées, superficiellement rénovées, puis revendues comme de charmants vestiges de la France traditionnelle. La rue de Claire se situait précisément dans cette zone de transition. Ces demeures étaient de solides constructions du XIXe siècle, avec des murs épais, de hautes fenêtres et de vastes caves autrefois utilisées pour le stockage du vin. Nombre d'entre elles avaient appartenu à des ouvriers du secteur viticole, notamment durant l'âge d'or commercial de la région. La maison de la famille Duval n'était pas luxueuse, mais elle avait une grande valeur structurelle. Julien Moreau le savait mieux que quiconque. Il n'était pas un agent immobilier comme les autres. Il avait débuté comme stagiaire dans une petite agence locale, mais avait rapidement gravi les échelons en flairant le potentiel des propriétés historiques. Son talent résidait moins dans la négociation que dans sa capacité à déceler les faiblesses humaines. Il savait repérer les propriétaires endettés, les personnes âgées isolées ou les héritiers mal préparés. À ses yeux, Claire correspondait au profil idéal. Femme célibataire, travail épuisant, maison trop grande, antécédents familiaux fragiles. Ce que Julien n'avait pas anticipé, c'était sa résistance silencieuse. Pendant que Claire examinait le mur du sous-sol, Julien restait en contact régulier avec un investisseur parisien intéressé par l'acquisition de 3 propriétés dans la même rue. 2 étaient déjà sous compromis de vente. Seule la maison de Claire restait à transformer en appartement de standing. Il était pressé. Dans les jours qui suivirent de la découverte de la bague, Claire commença à remarquer des détails qu'elle avait jusque-là ignorés.
Elle s'aperçut que le boîtier électrique sur le côté de la maison portait des traces récentes de manipulation. Le couvercle du compteur d'eau était mal fixé. Autant de petits indices qui laissaient penser que quelqu'un s'était déplacé sur la propriété pendant son absence. À l'hôpital, son quotidien est devenu plus exigeant. Amélie Roussel, la collègue de Claire en service, commença à remarquer son état. Plus jeune, fraîchement diplômée et idéaliste, Amélie, contrairement à Claire, croyait encore que des efforts constants finiraient par payer. « Tu dors ?» demanda-t-il un soir, alors qu'il classait des dossiers médicaux. Claire répondit par un vague hochement de tête. Amélie a insisté. « Si quelque chose ne va pas, vous devez le signaler. » Claire faillit lui parler du mur, de la bague, des lettres anonymes. Mais elle hésita. Comment expliquer sans passer pour une paranoïaque? La frontière entre menaces réelles et épuisement psychologique devenait de plus en plus floue. La ville a contribué à cette détérioration. Les médias locaux évoquaient constamment la réouverture d'enquêtes sur d'anciennes disparitions. La France, comme de nombreux pays européens, possédait d'importants dossiers de police et de nombreuses affaires non résolues datant des décennies passées. Bordeaux, notamment, détenait des archives concernant des disparitions survenues après la guerre et dans les années 1970, dont beaucoup n'ont jamais été élucidées. En effectuant discrètement des recherches sur Internet, Claire a trouvé quelque chose qui l'a coupé le souffle. Un article de presse archivé de 1987 mentionnait la disparition d'une femme nommée Élodie Martin. Elle avait été vue pour la dernière fois entrant chez elle, dans cette même rue. L'article était court et peu détaillé. L'enquête a été classée sans suite faute de preuves. Claire eut un frisson. À la maison numéro 14, sa maison. L'article indiquait qu'Élodie vivait seule après un divorce houleux. Il ne mentionnait aucun suspect officiel. Mais Claire remarqua un détail. L'agent immobilier qui avait négocié l'achat de la propriété à l'époque portait le nom de famille Moreau. Julien aurait eu un peu plus de 6 ans en 1987. Son père. Cette découverte a semé une nouvelle inquiétude. Claire retourna à la cave le même après-midi. Avec précaution, elle élargit l'ouverture dans le mur. Elle y trouva d'autres morceaux de tissu, des fragments de bois pourri et quelque chose de plus solide. Un compartiment caché. Ce n'était pas grand. Ça avait l'air improvisé, comme si quelqu'un avait colmaté une carie à la hâte. Elle n'eut pas le courage d'enlever complètement ce qui se trouvait à l'intérieur. Elle recula avant même de pouvoir y voir clair. L'odeur qui s'en échappa était ancienne, étouffée mais indubitable. Ce soir-là, Julien a frappé à la porte. C'était la première fois qu'il entrait officiellement dans la maison depuis son emménagement dans la rue. Il a exprimé son inquiétude. Il a dit avoir remarqué des activités étranges dans le quartier, qu'il voulait s'assurer que Claire était en sécurité. Elle l'a laissé entrer. En faisant le tour de la pièce, son regard scrutait chaque détail de la structure, poutres, sol, hauteur sous plafond. Il évaluait, il calculait. « Cette maison a un grand sous-sol, n'est-ce pas ?» a-t-il commenté nonchalamment. Claire sentit son sang se glacer. « Les vieilles maisons recèlent des histoires, » poursuivit-il. « Parfois des choses que les anciens propriétaires préféreraient oublier. » Le silence qui suivit fut pesant. Julien s'approcha de l'étagère où étaient exposées de vieilles photos de la famille Duval. Il regarda la photo de la grand-mère de Claire. « Votre grand-mère a acheté la maison à la fin des années 80, n'est-ce pas ?»« Oui, c'était une bonne affaire. » Il sourit de nouveau, un sourire technique appris par l'habitude. Claire s'est rendu compte qu'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Lorsqu'il fut parti, elle verrouilla toutes les portes et s'y appuya quelques secondes, essayant de rassembler ses idées. Il ne s'agissait pas simplement d'un litige immobilier. Il y avait quelque chose lié au passé de la maison. Quelque chose qui impliquait peut-être le père de Julien. Quelque chose qui aurait pu y être caché il y a des décennies. Et si Julien essayait de le découvrir, avant qu'elle ne le découvre, la pression était désormais bien réelle. Si un corps était retrouvé dans ce mur, ou s'il y avait des preuves d'un crime ancien, la maison cesserait d'être un simple bien immobilier de valeur. Elle deviendrait le théâtre d'une enquête, et Julien perdrait tout.
Claire commença à se montrer plus prudente. Elle photographia l'intérieur du compartiment avec son téléphone portable, mais ne diffusa pas les images. Elle conserva l'alliance dans un sac en plastique. Elle examina le nom de famille gravé à l'intérieur. M+E. Martin, Élodie ou une autre combinaison? Elle n'en était pas sûre, mais une chose devenait claire. La fatigue qui l'accablait n'était pas seulement physique. C'était le poids d'une vérité enfouie. Et maintenant, le monde qui l'entourait, l'hôpital, ses voisins, la ville, semblaient conspirer pour la faire abandonner avant même qu'elle ne découvre la vérité. Mais Claire refusait de vendre. Pas encore. Claire n'a pas immédiatement appelé la police. Non pas par peur de ce qu'ils allaient trouver, mais par stratégie. Si quelque chose de vraiment grave se cachait derrière ce mur, la découverte officielle ferait de sa vie un spectacle public. Journalistes, curieux, longues enquêtes. Et Julien aurait tout le loisir de manipuler les faits, allant même jusqu'à prétendre avoir elle-même déposé quelque chose là. Elle avait besoin de preuves concrètes. Le lendemain matin, il quitta l'hôpital plus tôt que prévu, se plaignant d'un malaise. Au lieu de rentrer directement chez lui, il fit un détour par les archives municipales de Bordeaux. Le bâtiment, situé près du centre historique, abritait les registres fonciers et d'anciens documents de la ville. Il a demandé l'accès aux archives de la maison numéro 14. Il a découvert qu'avant que sa grand-mère n'acquiert la propriété, celle-ci appartenait officiellement à Élodie Martin. La vente a été enregistrée comme une transfert d'urgence pour cause de défaut de paiement. L'intermédiaire, Pierre Moreau, le père de Julien. La disparition n'a fait aucune mention lors du processus de vente. La propriété a été transférée quelques semaines après la disparition d'Élodie. Trop rapide. Claire photographia les documents avec son téléphone portable. Son cœur battait la chamade. Ce n'était plus un simple soupçon. Il existait désormais un lien concret entre le passé de la maison et la famille de Julien. En rentrant chez lui, cet après-midi-là, il a découvert quelque chose de nouveau. La porte du sous-sol était ouverte. Elle était certaine de l'avoir verrouillée. Il descendit lentement, sentant l'air froid lui fouetter le visage. L'ouverture dans le mur était plus grande. Quelqu'un avait enlevé davantage de pierres. Ce n'était pas mon imagination. Quelqu'un était passé par là. Le compartiment caché laissa alors entrevoir une partie de son contenu. Claire y braqua sa lampe torche. Parmi les morceaux de bois pourris, il y avait des os, petits fragments blanchâtres mêlés à des tissus en décomposition. Son estomac se contracta. Il n'y avait plus de place pour le doute. Elle est montée en courant, a attrapé son téléphone portable et a commencé à composer le numéro de la police, mais s'est arrêtée avant de terminer l'appel. Si Julien avait surveillé ses déplacements, s'il était entré pendant son absence, il aurait pu tenter de les retirer avant l'arrivée des autorités. Claire décida d'agir la première. Il installa discrètement une caméra portable qu'il utilisait pour surveiller la porte d'entrée. Il en plaça une autre, improvisée, pointée vers l'escalier du sous-sol. Ce n'était pas du matériel professionnel, mais cela permettait d'enregistrer toute intrusion. Ce soir-là, pendant son service, elle a été distraite. Elle a commis une autre erreur bête et a reçu un avertissement formel de son supérieur. Son emploi commençait à être menacé. Le conflit personnel s'est intensifié. Sans salaire, il ne pourrait pas garder la maison. Sans maison, il perdrait le contrôle de ce qui s'y cachait. À son retour le matin, il a visionné les enregistrements. À 3h17 du matin, une silhouette est apparue dans le jardin. L'image était granuleuse, mais suffisamment nette pour reconnaître la posture. Julien. Il portait des gants. Il se déplaçait avec précaution. Il ouvrit facilement la porte latérale, comme s'il avait un double de la clé, et entra. La vidéo prise au sous-sol a révélé quelque chose d'encore plus inquiétant. Il est descendu droit, sans hésiter. Il savait exactement où regarder. Il travailla sur le mur pendant une vingtaine de minutes. Il sortit quelque chose du compartiment et le plaça dans un sac sombre. Avant de partir, il marqua une pause. Il regarda droit dans la caméra. Claire sentit son sang se glacer. Il le savait. Du moins, c'est ce qu'il soupçonnait.
Lorsque Julien est arrivé cet après-midi-là, feignant l'insouciance, Claire était déjà prête. « Tu as mieux dormi ?» demanda-t-il en s'appuyant contre le portail. Elle le fixait intensément. « Avez-vous oublié quelque chose dans ma cave ?» Son sourire s'estompa un instant, juste une seconde. Mais cela suffit. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Claire n'a pas discuté. Elle n'a pas montré la vidéo. Elle a simplement répondu « La police sera au courant ». Pour la première fois, son expression changea plus nettement. Ce n'était pas de la peur, c'était un calcul accéléré. Attention aux accusations, Claire. Les gens fatigués ont parfois des idées préconçues. La menace à peine voilée était claire. Il tenterait de la discréditer. Cette même nuit, la maison a été privée d'électricité, sans préavis. Claire est sortie pour vérifier le panneau extérieur et a constaté que les câbles principaux étaient endommagés. Elle a compris le message. La voie d'ascension était désormais ouverte. Le lendemain, il a consulté un avocat recommandé par Amélie. Il a récupéré les documents aux archives municipales et lui a discrètement montré quelques extraits de la vidéo. L'avocat écouta en silence. « Si l'on confirme qu'il s'agit de restes humains, a-t-il déclaré, l'enquête criminelle sera rouverte et le lien avec le père de votre voisin pourrait avoir de graves conséquences. Et s'il essayait de détruire les preuves, il faut alors appeler la police immédiatement. » Claire décida qu'elle ne pouvait plus attendre. À son retour chez lui, il a trouvé la porte d'entrée forcée. Il a couru jusqu'au sous-sol. Le compartiment était pratiquement vide. La majeure partie du contenu avait été supprimée. Mais quelque chose restait coincé entre les pierres. Un fragment plus grand et indubitable. Parti d'un crâne. Julien n'avait pas pu tout sortir. Claire a pris des photos détaillées, les a immédiatement envoyées à son avocat et a finalement appelé la police. À leur arrivée, les policiers ont bouclé le secteur. Julien observait depuis sa propre fenêtre. Quelques heures plus tard, il a été emmené pour être interrogé. Pas encore en tant que défendeur officiel, mais en tant que personne directement liée à la transaction immobilière précédente. Pendant que l'équipe médico-légale travaillait sur le mur du sous-sol, Claire restait assise dans le salon, en proie à un sentiment contradictoire de peur et de soulagement. Le conflit était désormais révélé. Ce n'était plus d'ordre psychologique, c'était un criminel. Ce qui avait commencé comme un différend silencieux au sujet d'une vieille propriété s'était transformé en une enquête susceptible de révéler un crime enfoui depuis près de 40 ans. Mais Claire savait que c'était loin d'être terminé. Si Julien était prêt à s'introduire par effraction, à manipuler l'électricité et à emporter des ossements, jusqu'où irait-il pour protéger l'honneur de sa famille? Et plus inquiétant encore, son père a-t-il agi seul en 1987? Ou bien quelqu'un dans cette rue connaissait-il la vérité depuis le début? La présence policière dans la rue a transformé l'atmosphère presque du jour au lendemain. Les voisins, qui jusque-là s'adressaient à peine la parole, commencèrent à observer discrètement, cachés derrière leurs rideaux. Des chuchotements s'élevèrent dans la boulangerie du coin. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Des ossements découverts dans une vieille maison. Un possible crime non résolu des années 1980. Claire, qui était une résidente réservée, est devenue malgré elle le centre de l'attention. L'examen médico-légal a confirmé en quelques jours ce qu'elle redoutait déjà. Les restes étaient humains. Une partie du matériel prélevé par Julien manquait encore, mais le fragment de crâne et les tissus conservés ont suffi à rouvrir officiellement l'affaire Élodie Martin. L'intrigue secondaire publique a commencé à prendre de l'ampleur. Un journaliste local, intéressé par les affaires non résolues, a demandé une interview. Claire a refusé. Elle ne voulait pas que cette découverte devienne un spectacle, mais son refus a alimenté encore davantage les spéculations. Pendant ce temps, un autre front se développait discrètement. À l'hôpital, la direction a convoqué Claire pour une réunion formelle. Ses erreurs récentes avaient été relevées. L'avertissement pourrait déboucher sur une suspension. « Êtes-vous émotionnellement apte à continuer à travailler de nuit ?» demanda le directeur médical d'un ton formel. Claire hésita. Si elle demandait un congé, elle perdrait une part importante de son salaire. Si elle restait, elle risquait de commettre de nouvelles erreurs. La maison nécessitait une surveillance constante.
L'enquête exigeait toute son attention. Son travail était sa seule source de stabilité. La pression du temps devenait suffocante. La police a indiqué que des tests ADN seraient effectués. S'il était confirmé que les restes appartenaient à Élodie Martin, le parquet pourrait rouvrir formellement l'enquête contre Pierre Moreau, même s'il est décédé, et rechercher d'éventuels complices. Julien, bien que libéré, était sous observation. Mais il n'a pas reculé. Au contraire, une nouvelle offre d'achat formelle a été soumise par un cabinet d'avocats. Le prix est supérieur à la valeur marchande. La réponse a été rapide. Le message implicite était clair. Régler ce problème maintenant. Claire comprit que le différend ne se limitait pas à une question d'argent. Si la maison changeait de propriétaire avant la fin de l'enquête, le contrôle des lieux serait également modifié. Des rénovations pourraient effacer toute trace restante. Elle a refusé à nouveau. Une autre intrigue secondaire est apparue grâce à un voisin âgé, M. Lambert, qui habitait la rue depuis sa jeunesse. En apprenant l'existence de l'enquête, il a demandé à lui parler. Dans la pièce, encore marquée par le ruban adhésif d'isolation récent, il a révélé quelque chose de troublant. « Je me souviens de la jeune femme qui habitait ici avant votre grand-mère, dit-il. Elle se disputait souvent avec un homme plus âgé, toujours la nuit. Pierre Moreau. » Lambert a déclaré que, quelques semaines avant la disparition, il avait entendu une violente dispute provenant du sous-sol de la maison. Il avait songé à appeler la police, mais à l'époque, les conflits familiaux étaient considérés comme des affaires privées. Quelques jours plus tard, Élodie a disparu, et peu de temps après, la maison fut vendue. Claire a consigné la déclaration informelle et l'a transmise à l'avocat. L'affaire commençait à se préciser, mais il y avait une autre couche inattendue. En triant les affaires de sa grand-mère, Claire a trouvé une boîte de documents rangée au grenier. Parmi de vieilles factures et des photographies, il y avait une lettre qui n'avait jamais été envoyée, datée de 1988. L'écriture était celle de la grand-mère. Dans son message, elle mentionnait avoir entendu des bruits étranges dans les murs, durant les premiers mois suivant l'achat de la maison. Elle expliquait avoir envisagé d'appeler la police, mais y avoir renoncé par crainte de s'attirer les foudres de personnes influents. D'après d'anciens documents, Pierre Moreau a exercé une forte influence sur le secteur immobilier local dans les années 1980. La grand-mère de Claire aurait pu se douter de quelque chose. Peut-être en savais-je partiellement. Et il choisit le silence. Cette révélation ajoutait une dimension morale douloureuse. Sa propre famille aurait pu ignorer les preuves d'un crime. Entre-temps, la police a signalé que des traces de déplacements récents indiquaient qu'une partie importante des restes avait été enlevée au cours des dernières semaines, précisément au moment où Julien a commencé à faire pression pour la vente. Il a affirmé être entré dans la maison uniquement pour vérifier d'éventuelles fuites structurelles après avoir entendu des bruits. La justification était faible, mais ce n'est pas encore concluant. Les tensions se sont exacerbées lorsque Claire a reçu une notification anonyme sur son téléphone portable, une photo d'elle entrant à l'hôpital prise à distance. Message: « Vous devriez accepter l'offre. » La menace était désormais directe. Pas seulement pour la maison, mais aussi pour votre sécurité. Claire a installé davantage de caméras. Elle a informé la police du message. L'avocat a déposé une demande d'ordonnance de protection, mais il y avait quelque chose d'encore plus troublant. Le rapport préliminaire indiquait que les ossements retrouvés ne constituaient pas un squelette complet. Des parties importantes manquaient. Autrement dit, ce que Julien avait enlevé n'était pas simplement un amas de débris épars. Il savait exactement ce qu'il devait rechercher. Cela soulevait une question troublante. Comment connaissait-il l'emplacement du compartiment caché avec une telle précision? Quelqu'un le lui avait dit, ou bien il était déjà monté sur ce mur. L'enquête progressait lentement, tandis que la pression montait rapidement. À l'hôpital, Claire a failli être renvoyée après une nouvelle erreur mineure. Amélie est intervenue pour la défendre. Leur amitié s'est renforcée, mais cela a aussi exposé Amélie au risque d'une implication indirecte. M. Lambert a accepté de témoigner officiellement. L'accusation commençait à rassembler des preuves. Puis vint l'information qui allait changer la donne.
Les examens préliminaires ont révélé des signes de traumatisme crânien compatibles avec un traumatisme contondant, et non avec un accident. Homicide probable. La maison a été le théâtre de plus d'une disparition. Il gardait un meurtre secret. Et plus la vérité se rapprochait de la surface, plus Julien semblait devenir dangereux. La pression du temps était désormais critique. S'il se rendait compte que les preuves se consolidaient, il pourrait prendre des mesures plus extrêmes pour faire taire la seule personne qui contrôlait encore les lieux du crime. Claire a compris quelque chose d'essentiel ce soir-là. La maison n'était plus seulement un héritage. C'était une preuve, et tant qu'elle portait son nom, elle était à la fois la gardienne de la vérité et la cible principale. La confirmation officielle est intervenue par un matin gris typique de l'hiver bordelais. Des tests ADN ont permis d'établir une correspondance avec un parent éloigné d'Élodie Martin. La probabilité était supérieure à 99%. Le parquet a officiellement requalifié l'affaire en homicide rouvert. L'information n'a pas été relayée par la presse. Julien est arrivé le premier. Il le savait avant Claire, et c'est ce qui a changé le cours de l'histoire. Cet après-midi-là, alors que Claire quittait l'hôpital, elle trouva 2 policiers qui l'attendaient dans le hall d'accueil. Ils l'informèrent que Julien avait demandé à faire une nouvelle déposition volontaire. Mais ce n'était pas de la coopération, c'était de l'anticipation. Il a livré un récit surprenant. Il affirmait que son père lui avait avoué, peu avant de mourir, son implication accidentelle dans la mort d'Élodie. Selon Julien, une dispute avait dégénéré en chute mortelle à la cave. Pris de panique, Pierre Moreau aurait dissimulé le corps dans le mur. Julien a affirmé qu'après avoir découvert la vérité des années plus tard, il avait décidé de protéger la mémoire de sa famille. C'est pourquoi il a pénétré par effraction dans la maison. C'est pourquoi il a essayé d'enlever les restes. Il a reconnu avoir pénétré sans autorisation. Mais il a nié toute implication directe dans le crime. L'accusation a jugé l'aveu partiel pertinent. Cependant, des incohérences subsistaient. L'examen médico-légal a révélé des signes d'agression répétés au crâne, incompatibles avec une simple chute. Et il y avait un autre détail crucial, une partie des ossements n'avait pas encore été localisée. Claire écouta tout en silence dans le bureau de l'avocat, mais il y avait quelque chose qui clochait dans cette histoire. Si Julien n'a appris la vérité qu'après la mort de son père, comment savait-il précisément où regarder sur le mur ? Comment connaissait-il la taille de la pièce? Comment a-t-il expliqué les manipulations précédentes, les lettres anonymes, le sabotage du pouvoir, la surveillance? Cette intention existait bien avant la découverte officielle. Cette même nuit, Claire décida d'affronter sa propre peur. Il a revu toutes les images des caméras des dernières semaines. Il a observé chaque mouvement de Julien avec une précision chirurgicale. Et puis, il réalisa quelque chose qui lui avait échappé jusque-là. Dans le tout premier enregistrement, plusieurs jours avant même qu'elle ne touche le mur, Julien apparaissait dans le jardin, fixant intensément une zone précise de la façade arrière. Il le savait déjà. Je le savais avant l'ouverture. Je le savais avant l'accusation. Il ne s'agissait pas d'un héritage tardif provenant d'une confession paternelle. C'était un savoir ancestral. Claire a recoupé cette information avec un autre détail trouvé dans les archives municipales. Un permis de rénovation structurelle demandé par Pierre Moreau en 1988, peu après l'acquisition de la propriété par la grand-mère de Claire. La justification officielle était « évaluation de l'intégrité des fondations ». Mais la réforme n'a jamais été officiellement mise en œuvre. Et si Pierre était retourné à la maison après l'avoir vendu? Et si Julien l'avait accompagné enfant? Un souvenir involontaire a refait surface dans l'esprit de Claire. Une fois, au cours d'une de leurs conversations informelles, Julien avait mentionné qu'il connaissait cette maison depuis son enfance. Elle n'y avait pas prêté attention. Maintenant, tout prenait parfaitement sens. Le véritable tournant, cependant, survint 2 jours plus tard. La police a découvert un sac contenant des fragments d'os enveloppés dans du plastique dans une décharge illégale près de la rivière Garonne. Un renseignement anonyme avait permis de localiser l'endroit. Le matériau correspondait au reste du squelette. Mais il y eut un imprévu.
Parmi les ossements, ils ont trouvé un deuxième objet métallique, une autre alliance. Avec le même enregistrement, M plus E, cela a radicalement changé le récit. S'il s'agissait d'un crime passionnel isolé commis par Pierre contre Élodie, pourquoi aurait-on retrouvé deux alliances identiques près du corps? L'accusation a avancé une nouvelle hypothèse, une relation secrète. Peut-être qu'Élodie et Pierre avaient une relation secrète. Il y avait peut-être une autre personne impliquée. Pressé par ces nouvelles découvertes, Julien fut de nouveau convoqué. Cette fois, son attitude a changé. La situation était devenue incontrôlable. Il manifesta de l'irritation, des contradictions, de petites incohérences dans le récit. Puis vint la révélation qui changea complètement le cours de l'histoire. Un ancien rapport médical archivé indiquait qu'Élodie était enceinte de quelques semaines au moment de sa disparition. Ce document avait été négligé lors de l'enquête initiale. Le procureur a confronté Julien à ces informations. Il a perdu son sang-froid. Il ne s'agissait pas seulement d'un crime commis par le père. C'était quelque chose de plus important. Quelques heures plus tard, sous la pression, Julien a révélé une partie de la vérité. Le père n'avait pas agi seul. La dispute portait sur l'argent et la réputation. Élodie avait menacé de révéler leur relation et la grossesse. Pierre craignait un scandale public, la perte de contrat et la ruine sociale. Mais il ne porta pas le coup fatal. C'était la faute de Julien. N'avait-il que 6 ans? Non. L'âge indiqué était incorrect. Une vieille erreur administrative au bureau d'état civil a révélé que Julien avait en réalité 4 ans de plus que ce qui était officiellement enregistré. J'avais 10 ans à l'époque. De quoi se souvenir? Suffisant pour passer à l'action. D'après son témoignage fragmentaire, il a assisté à la dispute au sous-sol. Voyant son père pousser Élodie, il est intervenu avec un objet lourd, tentant de l'aider. L'impact sur le crâne venait de lui. Pierre a tout dissimulé. Il a protégé son fils. Enregistrement modifié. Il a enterré la vérité dans le mur. Le silence a été maintenu pendant des décennies, jusqu'à ce que Claire commence à percer le plâtre. Le rebondissement ne concernait pas seulement la culpabilité. C'était le fait que Julien avait grandi avec ce secret, façonné par lui. Il était devenu agent immobilier, spécialisé précisément dans les immeubles anciens. Il était revenu dans la rue pour une raison. Il est retourné sur place pour surveiller, pour que personne ne le découvre jamais. Et lorsque Claire a commencé à bricoler le mur, il a immédiatement perçu le risque. Il ne cherchait pas seulement à protéger la mémoire de son père, il se protégeait. Claire a tout écouté depuis la pièce voisine, ayant été autorisée à assister à une partie de la déposition, car elle était propriétaire du terrain où le corps avait été retrouvé. Le monde autour de nous semblait ralentir. L'élégant et calculateur voisin n'était pas seulement l'héritier d'un crime. Il y a joué un rôle actif, et désormais, la recherche n'était plus seulement historique. C'est devenu personnel. La maison qu'elle tentait de préserver en héritage était en réalité le théâtre d'une tragédie qui avait commencé avec un enfant ayant grandi sous le poids de la violence et de la dissimulation. Le point de basculement était atteint. Julien a été formellement inculpé d'homicide aggravé et de dissimulation de cadavres. Mais quelque chose d'inquiétant persistait. À la fin de son témoignage, avant d'être escorté hors de la salle, il a fait une dernière remarque. « Tu ne connais pas tout de cette maison, Claire. » Le ton n'était pas menaçant. C'était presque un avertissement, et cela signifiait que même avec l'arrestation, l'histoire ne serait peut-être pas encore entièrement révélée. L'arrestation de Julien Moreau a transformé la rue en un lieu méconnaissable. Les voitures de police commencèrent à circuler fréquemment. Des journalistes se postèrent au coin de la rue. Le nom de la famille Moreau, auparavant associé à des investissements immobiliers respectables à Bordeaux, devint synonyme de scandale. L'accusation a été formellement inculpée d'homicide aggravé avec dissimulation de cadavres. Bien que Julien ait affirmé que le coup avait été porté alors qu'il était mineur, la falsification de documents et la tentative de dissimulation qui a suivi ont complètement modifié l'analyse juridique. L'enquête porte désormais sur la falsification de documents, l'entrave à la justice et la destruction de preuves récentes.
Pour Claire, ce sentiment était ambigu. Elle avait gagné la bataille pour la vérité, mais le prix à payer commençait à être élevé. À l'hôpital, son image changea. Certains collègues commencèrent à la traiter avec une admiration contenue, d'autres avec une méfiance muette. La récente erreur professionnelle pesait encore lourdement sur elle. La direction décida de la placer en congé forcé temporaire jusqu'à ce que la situation se stabilise. Pas de quart de travail, pas de salaire complet. La stabilité financière qu'elle avait tenté de protéger était une fois de plus menacée. Parallèlement, le parquet a demandé une nouvelle expertise structurelle de la maison. La résidence a été partiellement fermée afin de procéder à une analyse complète du sous-sol, des fondations et des murs latéraux. La maison n'est plus un foyer, c'est devenu une scène de crime. Les techniciens ont percé d'autres pans du mur. Ils ont analysé le sol sous le plancher. Ils ont recherché d'éventuelles traces biologiques. Chaque coup de marteau résonnait, rappelant que le passé était encore mis au jour. Monsieur Lambert a témoigné officiellement. Son témoignage a confirmé les antécédents de violentes disputes dans les années 1980. La lettre de la grand-mère de Claire, jointe au dossier, révélait que le silence n'était pas dû à l'ignorance, mais à la peur. Cette révélation a eu un impact émotionnel profond sur Claire. Pendant des jours, elle repassa en revue l'image de sa grand-mère. Elle se demanda si le poids du secret avait contribué à la réserve qu'elle avait toujours remarquée chez elle. L'héritage de la maison revêtait désormais une autre signification, non seulement un souvenir de famille, mais une complicité involontaire. La ville a réagi avec véhémence. Les médias locaux ont évoqué l'affaire comme un exemple d'échec d'enquête passée. Les organisations féministes se sont réapproprié le nom d'Élodie Martin comme symbole des femmes réduites au silence. La disparition, presque oubliée auparavant, a de nouveau attiré l'attention du public. Mais les conséquences les plus complexes sont apparues au sein même du processus. La défense de Julien a adopté une stratégie inattendue. Elle a plaidé qu'il avait été victime de manipulations psychologiques de la part de son père durant son enfance. Elle a soutenu que Pierre Moreau avait façonné son fils par la peur constante, lui inculquant que le silence était le seul moyen de survivre. Cet argument n'a pas annulé le crime, mais il a introduit une dimension inquiétante. Julien avait grandi dans la maison des secrets, pas seulement en tant que complice, mais en tant que prisonnier. L'accusation a objecté, soulignant que les récents cambriolages, le sabotage électrique et la tentative d'enlèvement des restes démontraient une pleine conscience et un calcul d'adulte. Claire a assisté à une partie des audiences préliminaires. En voyant Julien dans le box des accusés, il remarqua quelque chose de différent. Il n'était plus le courtier sûr de lui. Son visage était plus pâle, sa posture moins assurée. Pendant un bref instant désagréable, elle ressentit quelque chose d'inattendu, non pas de la compassion, mais une compréhension fragmentée. Un enfant impliqué dans des actes de violence ne choisit pas entièrement le rôle qu'il joue, mais un adulte choisit de continuer à le cacher. Cette distinction était essentielle. Entre-temps, une nouvelle conséquence concrète est apparue. La valeur de la maison a chuté temporairement. Les investisseurs se sont retirés. La rue a été associée à la criminalité. Certains voisins ont exprimé leur inquiétude. Ils craignaient que le scandale ne nuise à tous. Claire a commencé à recevoir des regards différents, pas comme une suspicion, mais en tant que catalyseur, la femme qui a joué avec le passé. L'avocat l'a averti, la procédure pourrait durer des années. La maison pourrait rester liée à l'affaire jusqu'au jugement final. Vendre à ce moment-là serait financièrement désavantageux. Le maintenir signifiait vivre avec la marque indélébile de ce qui s'était passé. La conséquence la plus importante est cependant survenue avec un nouveau rapport d'experts. Lors des fouilles plus profondes du sous-sol, ils ont trouvé des traces d'autres matières organiques anciennes, mais pas humaines. Traces de peinture industrielle et de solvants utilisés pour l'imperméabilisation. Cela indiquait que le compartiment avait été scellé de manière planifiée techniquement, et non de manière improvisée.
Pierre Moreau n'avait pas agi dans la panique totale. Il y avait eu des préparatifs, et Julien, d'après d'anciens relevés téléphoniques retrouvés, s'était rendu dans cette rue les années suivantes. Même après la vente officielle de la maison, la famille y était retournée à plusieurs reprises. Le secret n'a pas été enterré ni oublié, il était sous surveillance. Cette découverte a renforcé la théorie d'une dissimulation consciente qui s'est étalée sur plusieurs décennies. L'accusation a élargi les charges. Julien est passé du statut de mineur impliqué dans un homicide à celui de participant actif à une opération de dissimulation en cours. Lorsqu'il a appris l'aggravation des charges, il a demandé à parler à Claire. Malgré les premiers avis contraires, elle a accepté. La réunion s'est déroulée sous contrôle légal. Julien n'a pas cherché à se justifier. Il ne l'a pas nié. Il a simplement dit « Si vous n'aviez pas commencé à abattre ce mur, rien de tout cela ne se serait reproduit. » Claire a répondu fermement. Il était déjà là. « Je viens de le voir. » Il la fixa en silence pendant quelques secondes. Parfois, vivre sans savoir est plus facile. Elle n'a pas répondu. En quittant la pièce, il comprit la véritable conséquence de tout cela. Il ne s'agissait pas simplement de l'arrestation d'un homme ou de la réouverture d'une vieille affaire. C'était l'impossibilité de retourner à l'ignorance. La maison ne serait plus jamais un simple héritage. Le quartier ne serait jamais vraiment calme. Et elle ne serait jamais une simple infirmière épuisée essayant de maintenir la routine. En révélant le passé, Claire avait bouleversé l'équilibre silencieux qui avait maintenu cette rue pendant près de 40 ans. Mais l'impact le plus profond restait à affronter. Comment peut-on reconstruire sa vie dans un espace marqué par la violence? Et plus inquiétant encore, que faire lorsque la vérité apporte la justice, mais pas la paix? Dans les premiers jours suivant sa rencontre avec Julien, Claire remarqua quelque chose qui la troubla profondément. Le silence dans la maison n'était plus le même. Avant, c'était un silence empreint de suspicion. Ce fut alors un silence révélateur. Le mur du sous-sol restait partiellement ouvert, en attente de réparations autorisées par l'équipe médico-légale. Les techniciens avaient terminé le prélèvement principal des preuves, mais la maison portait encore des traces visibles de son passé. Pendant des semaines, Claire a évité d'y aller. Elle dormait mal, elle se réveillait avec le sentiment qu'il y avait encore quelque chose à découvrir. Non pas de nouvelles preuves criminelles, mais quelque chose en elle-même. Ce congé temporaire de l'hôpital s'est transformé en une occasion inattendue de souffler. Pour la première fois depuis des années, elle n'était plus prise au piège du cycle épuisant des gardes de nuit. Peu à peu, la fatigue chronique a laissé place à la lucidité. Et cette clarté a soulevé une question inévitable. Vivait-elle par obligation ou par choix? La maison symbolisait la résistance, mais elle symbolisait aussi le fardeau. Amélie commença à lui rendre visite régulièrement. Elle apportait du café et insistait pour que Claire se promène le long des quais de la Garonne, où l'agitation de la ville contrastait avec l'isolement de la vieille rue. Au cours d'une de ces promenades, Claire a pris conscience d'une chose essentielle. L'affaire ne se résumait pas à un vieux crime, elle concernait le cycle du silence qui se perpétuait lorsque personne ne le remettait en question. Sa grand-mère garda le silence par peur. Les voisins sont restés silencieux par commodité. Julien garda le silence par instinct de survie. Elle fut la première à interrompre cette séquence. Cette prise de conscience a modifié sa perspective intérieure. Au lieu d'éviter le sous-sol, il décida de l'affronter. Une autorisation formelle a été demandée pour entamer les travaux de restauration structurelle après une autorisation judiciaire partielle. Une équipe spécialisée dans la restauration de bâtiments historiques a été engagée. Non pas pour effacer le passé, mais pour réaménager l'espace. La décision était symbolique. Elle a refusé de le vendre. Mais cela n'empêcherait pas non plus l'environnement de rester figé dans la tragédie. Lors des travaux de rénovation, il fit une découverte inattendue. La maison comportait à l'origine une cave à vin latérale, condamnée depuis des décennies, sans lien avec le crime, mais oubliée lors de précédents travaux. En l'ouvrant,
Il y trouva des bouteilles intactes datant de la fin du XIXe siècle, ayant appartenu aux premiers occupants. C'était un détail insignifiant comparé à la violence qui avait été mise au jour, mais il revêtait une force symbolique. La maison n'était pas seulement un lieu de mort, c'était aussi un lieu d'histoire, de travail et de mémoire légitime. Claire commença à explorer plus en profondeur le passé de la demeure, et pas seulement le sombre épisode. Elle découvrit que des artisans, des ouvriers du vin et des familles ordinaires ayant traversé des guerres et des crises économiques y avaient résidé. L'espace était composé de plusieurs strates, et elle a choisi de ne pas la réduire à une seule. À l'hôpital, elle a demandé un changement d'horaire permanent. Elle souhaitait renoncer aux quarts de nuit. Cette décision impliquait une réduction de salaire temporaire, mais lui permettrait de retrouver un équilibre physique et mental. Face à la médiatisation de l'affaire et à sa position ferme, la direction a revu sa décision initiale. Claire a été mutée dans un secteur moins axé sur les urgences et offrant des horaires plus stables. Cette croissance ne s'est pas faite grâce à des discours enflammés. Cela s'est concrétisé par des actions concrètes. Elle a commencé une thérapie, chose qu'elle avait toujours considérée comme inutile car elle pensait pouvoir gérer ça toute seule. Elle s'est rendue compte à quel point elle avait normalisé le burn-out comme une vertu. Cette affaire a également permis à Élodie Martin de renouer avec des parents éloignés. Une petite nièce a demandé à visiter la maison après la fin de l'enquête médico-légale. Claire a hésité, puis a accepté. La réunion s'est déroulée dans le calme et le respect. La jeune femme ne cherchait pas la confrontation. Elle cherchait à tourner la page. En descendant ensemble dans le sous-sol restauré, désormais propre et éclairé, Claire comprit que sa décision d'enquêter n'avait pas été uniquement personnelle. Il avait redonné sa dignité à quelqu'un qui avait été réduit à l'oubli statistique. Ce moment a consolidé sa transformation. Elle a cessé d'agir uniquement par légitime défense. Il commença à agir avec détermination. Quelques mois plus tard, il reçut une proposition inattendue de la mairie, transformer une partie de la cave à vin restaurée en un petit espace culturel dédié à la mémoire locale, mettant en lumière les histoires oubliées de la ville. Ce ne serait pas un musée de la tragédie, ce serait un espace de préservation historique, y compris l'affaire Élodie, mais dans un contexte plus large. Claire a accepté de participer au projet. La maison n'est plus un lieu isolé. Cela a donné lieu à un dialogue. Entre-temps, la procédure judiciaire contre Julien se poursuivait. La défense continuait de privilégier la thèse de la manipulation de l'enfant, mais les preuves de la dissimulation par un adulte étaient solides. La date du procès approchait. Claire ne suivait plus chaque détail avec obsession. Il avait fait ce qu'il avait à faire. Sa progression n'était pas liée à la volonté de battre Julien. J'essayais d'interrompre la répétition. Elle commença aussi à prendre conscience de sa propre tendance à l'isolement. Elle renoua avec de vieux amis, reprit de petites habitudes qu'elle avait abandonnées, lire en plein air, visiter le centre historique de Bordeaux, passer des après-midi sans montre. La lassitude qui définissait autrefois son identité n'était plus centrale. Bien sûr, les souvenirs sont restés, mais pas la paralysie. Par une soirée tranquille, assise dans son salon fraîchement rénové, Claire réfléchissait à une chose essentielle. La maison n'avait jamais vraiment été le problème. Le problème, c'était le silence. Et la croissance résidait dans le choix de ne pas la porter. En restaurant les murs, il a également restauré les frontières personnelles. En se confrontant au passé, il redéfinirait l'avenir. Mais il restait encore une dernière étape à franchir. Le procès et la révélation publique définitive de la vérité. Les préparatifs pour ce moment commençaient à prendre forme, non pas sous forme de peur, mais comme la conclusion inévitable d'un voyage qu'elle n'avait pas choisi d'entreprendre, mais qu'elle avait choisi d'achever. Le procès était prévu pour le début de l'automne. Bordeaux commençait à se parer de couleurs chatoyantes, les vignobles environnants se teintant d'or et de rouge. La ville poursuivait son activité touristique, mais l'affaire Moreau
continuait de faire les gros titres de la presse locale. Le procès était devenu l'un des plus médiatisés de la région ces dernières années, non seulement en raison du crime lui-même, mais aussi à cause de la durée de son silence. Claire pensait être prête, mais la préparation juridique et la préparation émotionnelle étaient deux choses différentes. L'accusation a requis son témoignage en tant que témoin clé de l'enquête. Son récit serait essentiel pour établir la chronologie des événements entre la réouverture du mur, les effractions et la tentative de destruction des preuves. L'avocat a passé en revue chaque détail avec elle, les dates, les heures, le déroulement des événements. Aucune contradiction n'était tolérée. Entre-temps, les intrigues secondaires ont commencé à se rejoindre. Monsieur Lambert, déjà affaibli par l'âge, a confirmé sa présence au procès, malgré les conseils médicaux lui recommandant d'éviter le stress. Il a simplement déclaré « J'ai passé des années à faire semblant de ne rien entendre. Je ne recommencerai pas. » Amélie lui proposa de l'accompagner au tribunal. Cette amitié, d'abord fortuite, était devenue une composante concrète de la nouvelle vie de Claire. La maison, quant à elle, fut pratiquement restaurée. La cave à vin latérale avait été intégrée au projet culturel approuvé par la mairie. De petits panneaux historiques étaient en cours d'installation. Le sous-sol principal, où la cave avait été découverte, ferait l'objet d'un renforcement structurel définitif après l'autorisation finale des travaux. Chaque œuvre achevée symbolisait une conclusion. Mais la tension ne s'est pas apaisée. L'équipe de défense de Julien a élaboré une stratégie agressive, tenter d'établir un lien entre l'instabilité émotionnelle de Claire, erreur commise à l'hôpital, absence temporaire et une possible interprétation exagérée des faits initiaux. Bien que les preuves matérielles fussent solides, l'objectif était de discréditer Claire auprès du jury. Quand Claire a appris cela, elle a ressenti un bref retour de son ancienne insécurité. Fatigue, le doute. Et s'ils avaient réussi à la convaincre que tout cela était dû à la fatigue? Et si elle avait ignoré la chaise mal placée, la porte ouverte, le mur fissuré? La différence entre percevoir et ne pas percevoir était minime. Cette prise de conscience a accru la responsabilité de ce qu'il allait dire au tribunal. Quelques jours avant le procès, l'accusation a présenté un nouvel élément de preuve. D'anciens relevés bancaires appartenant à Pierre Moreau indiquaient d'importants retraits d'espèces effectués quelques jours après la disparition d'Élodie. L'hypothèse était qu'il s'agissait d'un paiement pour la falsification de l'âge de Julien et la manipulation de documents notariés. Cela a renforcé l'idée que le crime avait été prémédité a posteriori. Julien, actuellement en détention provisoire, a demandé un nouvel entretien avec son avocat afin d'évaluer la possibilité d'un accord de plaidoyer partiel. Le parquet a refusé de réduire sensiblement les charges. L'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Dans la rue, des passants curieux continuaient de déambuler lentement devant la maison. Certains prenaient discrètement des photos, d'autres se contentaient d'observer. Claire s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas contrôler le discours public, mais il pouvait contrôler sa posture. Poussée par la colère, elle décida de ne rien dire. « Je parlerai avec clarté ». À la veille du procès, elle descendit seule au sous-sol, désormais stabilisée. L'espace était propre, éclairé par des lampes provisoires. Les traces de l'ancienne ouverture avaient été conservées sous une protection transparente, comme témoignage historique en attendant le jugement définitif. Elle effleura la surface froide du mur. Il n'y avait plus de peur, il y avait des souvenirs et la responsabilité. Cette nuit-là, il dormit profondément pour la première fois depuis des mois. Le jour du jugement est arrivé sous un ciel couvert. La salle d'audience était bondée. Journalistes, sans-abri, représentants d'organisations sociales. Julien entra sous escorte. Il ne regarda pas Claire immédiatement. Quand leurs regards se croisèrent enfin, il n'y eut ni défi ni requête. Juste une reconnaissance silencieuse que ce moment était désormais inévitable. Avant d'être appelée à témoigner, Claire a entendu une partie de la plaidoirie initiale de la défense. La thèse était claire, un drame familial non résolu,
une erreur de jeunesse, une dissimulation paternelle motivée par la protection, la panique et un contexte historique différent. L'accusation a répondu fermement. Il ne s'agissait pas simplement d'une erreur enfantine, mais de décennies de dissimulation active, de cambriolage récent, de destruction délibérée de preuves et d'intimidation. Le conflit a été complètement mis au jour. Pas de mystère, sans ombre, des versions seulement. Lorsque le nom de Claire fut appelé, le tribunal se tut. Elle s'est dirigée vers le podium sans se presser. Il n'y avait pas que la conviction qui était en jeu. C'était une définition publique de la vérité. Le point culminant approchait, et pour la première fois depuis le début, Claire réalisa qu'elle ne réagissait plus aux événements. J'orchestrais le résultat. Le silence était total dans la salle d'audience lorsque Claire a commencé à parler. Le procureur lui a demandé de ne rapporter que les faits, sans interprétation ni supposition. Claire s'y est conformée à la lettre. Il a décrit le premier détail qui détonnait, à droite de la porte. La chaise était légèrement reculée, la fissure récente dans le mur du sous-sol. Il n'a pas dramatisé la situation, il n'a pas élevé la voix. Elle expliqua comment l'épuisement l'avait presque poussé à tout ignorer. Comment tu avais envisagé de te faire des idées, comment tu avais finalement décidé de vérifier. La défense a tenté d'intervenir. Vous avez subi beaucoup de stress lié au travail pendant cette période, n'est-ce pas? Oui. Avez-vous reçu des avertissements de l'hôpital concernant des erreurs techniques? J'ai reçu. Vous admettez donc que votre perception a pu être faussée? Claire prit une inspiration avant de répondre. J'avoue que j'étais fatigué. Je n'avoue pas que les caméras l'étaient. Un murmure parcourut la salle d'audience. Les enregistrements ont été montrés une nouvelle fois au jury. L'image de Julien descendant à la cave, manipulant le mur, retirant le sac. Son regard direct vers la caméra. L'accusation a ensuite présenté le second élément décisif. Le rapport complémentaire indiquant non pas un seul coup, mais de multiples impacts sur le crâne d'Élodie Martin. La force employée n'était pas compatible avec l'intervention accidentelle d'une enfant paniquée. Julien garda les yeux fixés sur la table. Le procureur a poursuivi son chemin. Vous avez déclaré avoir agi pour protéger votre père, sous l'impulsion d'un enfant. Pouvez-vous expliquer pourquoi, une fois adulte, vous êtes retourné à plusieurs reprises à cette adresse au fil des ans? Silence. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez saboté l'alimentation électrique du domicile du témoin? Silence. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez envoyé ces messages intimidants? La défense a tenté de s'y opposer, mais les relevés téléphoniques et les analyses numériques étaient sans équivoque. Le point culminant est survenu lorsque l'accusation a présenté la dernière pièce à conviction, une analyse récente des deux alliances retrouvées près du corps. L'enregistrement M+E ne signifiait pas Moreau et Élodie. Cela signifiait Martin et Étienne. Étienne, le véritable nom du père de l'enfant qu'Élodie portait. Ce n'était pas Pierre Moreau. C'était un autre homme de la ville, aujourd'hui décédé. La relation d'Élodie avec Pierre n'était pas romantique, c'était coercitif. D'autres témoignages ont révélé que Pierre exerçait une pression financière sur elle, profitant de sa vulnérabilité après le divorce. La grossesse menaçait de dévoiler non pas une idylle, mais une tentative de contrôle qui avait échoué. Lorsque cette information fut révélée, Julien leva les yeux pour la première fois. Le père ne protégeait pas la réputation de la famille, je protégeais le pouvoir, et Julien n'est pas intervenu pour aider dans une dispute conjugale. Il a grandi en entendant des versions déformées, mais les dossiers médicaux ont révélé quelque chose d'encore plus grave. Le coup fatal est survenu plusieurs heures après la première attaque. Autrement dit, il s'est écoulé un laps de temps entre le conflit initial et le coup fatal. Vous avez largement le temps de choisir. Le procureur a adressé la dernière question directement à Julien. Avez-vous eu l'occasion de quitter ce sous-sol ce soir-là? Longue pause. Julien ferma les yeux un instant. Tive, et il a choisi de rester. Un autre silence. Oui. Le mot a résonné lourdement dans l'atmosphère. Il ne s'agissait plus du récit d'un enfant manipulé. Il s'agissait de la confirmation d'une participation consciente à un acte qui aurait pu être évité. Le jury s'est retiré pour délibérer. Les heures passèrent.
Claire resta assise, les mains fermement posées sur ses genoux. Elle ne tremblait pas. Elle n'était pas pressée. Lorsque le jury est revenu, le verdict a été lu clairement. Coupable d'homicide aggravé et de dissimulation continue d'un cadavre. La peine inclurait des circonstances aggravantes pour la récente tentative de destruction de preuves et d'intimidation d'un témoin. Julien n'a pas réagi par une explosion. Il baissa simplement la tête. Mais le véritable moment de transformation s'est produit après sa lecture. Alors qu'elle quittait le palais de justice, entourée de journalistes, on a demandé à Claire « Vous sentez-vous soulagée ?» Elle a simplement répondu « J'ai le sentiment que la vérité n'est plus enterrée ». Cette phrase s'est répandue dans la presse locale dans les heures qui ont suivi. Le point culminant n'était pas un cri, c'était la fin. En rentrant chez elle ce soir-là, Claire redescendit à la cave, non par peur, non par vigilance, mais par choix conscient. L'espace était vide, stabilisé, en attente de la fin des travaux de rénovation. Elle s'est rendue compte que la maison ne lui paraissait ni plus petite ni plus grande. Cela semblait réel. Le conflit central avait été résolu. L'homme qui a tenté de faire taire le passé a dû rendre des comptes. Mais la transformation la plus profonde s'est opérée en elle. Au début du récit, Claire réagit aux événements, sous la pression de l'épuisement, de la manipulation et du doute. Au point culminant, elle n'était ni victime ni spectatrice, il était agent. Le rebondissement final ne résidait pas seulement dans la révélation des alliances ou la confirmation de la culpabilité. L'important était que la vérité ne détruise pas la maison. Elle a reconstruit son sens, et pour la première fois depuis qu'elle avait hérité de ces vieux murs, Claire ne ressentit pas le poids du silence. Il ressentit une sensation d'espace. Des mois après le procès, la maison située à la périphérie de Bordeaux n'était plus mentionnée dans les médias. La presse locale s'est tournée vers d'autres scandales, d'autres tragédies, d'autres sujets d'actualité brûlants. Le nom d'Élodie Martin a cessé de circuler quotidiennement. Celui de Julien Moreau est devenu un simple numéro de plus dans le système judiciaire français. Mais à l'intérieur de la résidence, quelque chose avait changé de façon irréversible. Claire a terminé la rénovation du sous-sol. Il n'y avait aucune précipitation, aucun symbolisme exagéré. Elle a insisté pour superviser chaque étape. La démolition complète du mur de fortune, le renforcement de la structure, la pose du nouveau revêtement et l'installation d'un éclairage adéquat. Plus question de se cacher. Elle décida de transformer l'espace en un petit coin lecture et travail. Une simple table, des étagères basses, un fauteuil face à la fenêtre nouvellement installée qui laissait entrer la lumière naturelle. Ce lieu qui, pendant des décennies, a dissimulé la violence, en est venu à abriter un silence conscient, non pas imposé, mais choisi. La transformation de la maison reflétait sa transformation intérieure. Claire a également changé à l'hôpital. Il n'a pas demandé à être relevé de ses fonctions. Il n'a pas sollicité de mutation. Au contraire, il a décidé de rester dans le même service. Mais il a commencé à imposer des limites qu'il avait auparavant ignorées. Il a réduit ses heures supplémentaires. Il a refusé le surmenage systématique. Il a repris un rythme de sommeil régulier. Mes collègues l'ont remarqué. Il n'y a eu ni discours de motivation, ni déclaration publique. Il n'y a eu que de la constance. L'épuisement extrême qui avait failli la faire douter d'elle-même était devenu la principale leçon de cette expérience. Elle avait compris que l'épuisement n'affaiblissait pas seulement le corps, mais aussi la perception de la réalité. Si j'avais été un peu plus fatigué, je ne serais peut-être pas descendu au sous-sol ce matin-là. Peut-être a-t-il vendu la maison sans enquêter. Peut-être Julien a-t-il détruit les preuves quelques jours plus tard. Elle en était consciente, mais sans culpabilité. C'était la responsabilité transformée en apprentissage. Quelques semaines après le procès, Claire se rendit discrètement sur la tombe d'Élodie Martin. Elle n'y apporta aucune fleur ostentatoire, juste une petite rose blanche. Il resta là quelques minutes. Il ne parla pas à voix haute. Mais, pour la première fois, le nom d'Élodie n'était plus seulement lié à une procédure judiciaire. Il était devenu un souvenir reconnu. La ville de Bordeaux a également réagi de manière subtile.
Cette affaire a suscité des discussions sur la violence silencieuse, la manipulation psychologique et la facilité avec laquelle des histoires mal racontées deviennent des vérités commodes. On a découvert que Pierre Moreau, aujourd'hui décédé, avait un passé de contrôle financier et d'intimidation émotionnelle envers d'autres femmes, ce qui n'avait jamais été signalé officiellement. Le silence collectif a protégé plus d'un mensonge. Julien a écopé d'une lourde peine. Lors de l'audience de détermination de la peine, il est resté impassible. Il n'a présenté aucun plaidoyer public pour implorer le pardon. Il n'a fait aucune tentative spectaculaire pour influencer le tribunal. La défense a tenté de faire valoir qu'il avait été façonné par un environnement toxique, qu'il avait grandi en entendant des versions déformées de la réalité. Le juge a pris en compte le contexte, mais a insisté sur le point essentiel. Il y avait un choix. Et les choix ont des conséquences. Pour Claire, la fermeture n'a pas signifié l'absence d'impact. Pendant des semaines, il lui arrivait de se réveiller au milieu de la nuit, hanté par l'image du mur qui s'ouvrait. Mais le sentiment était différent dès le début. Auparavant, il existait une tension indéfinie. Maintenant, la compréhension s'installait. L'inconnu pèse toujours plus lourd que la vérité, aussi dure soit-elle. Un après-midi, plus tard cet automne-là, Claire reçut une lettre anonyme. Aucune menace, aucune hostilité, une seule phrase manuscrite. Merci de ne pas l'avoir ignorée. Elle n'a jamais su qui l'avait envoyée. Peut-être un membre de la famille d'Élodie, peut-être un voisin qui avait des soupçons depuis des années et n'avait jamais rien dit. Peut-être simplement quelqu'un qui a assisté au procès. Il conservait la lettre dans un livre, dans son nouvel atelier au sous-sol. Pas comme un trophée, mais à titre de rappel. Le foyer a cessé d'être un lieu de tension et est devenu un espace de choix quotidien. Claire aurait pu partir, j'aurais pu tout vendre et recommencer ailleurs. Mais il a décidé de rester, non pas par attachement à la structure physique, mais parce que s'échapper redonnerait à cet espace un pouvoir qu'il ne possède plus. L'histoire a commencé par de la lassitude, du doute et de petits signes, presque ignorés. Cela s'est terminé dans la clarté, la responsabilité et la reconstruction. La véritable horreur n'a jamais été surnaturelle. C'était humain, c'était le silence qui s'installe quand personne ne pose de questions. C'était la facilité avec laquelle un récit commode remplaçait l'enquête. Et c'était aussi la preuve qu'il suffit d'une seule personne qui décide d'examiner attentivement la situation pour que des décennies de dissimulation s'effondrent. Dans la dernière scène de ce chapitre de la vie de Claire, elle est assise dans le sous-sol transformé, en train de lire dans la douce lumière de l'après-midi. Le vieux mur n'existe plus. À la place, il y a des livres. L'espace respire. Et pour la première fois, la maison ne recèle plus aucun secret. Il est porteur d'histoire. Fermé. Chaque histoire à suspense laisse généralement une question en suspens. Comment cela a-t-il pu durer aussi longtemps? Mais la question la plus importante est peut-être une autre. Combien de fois les panneaux ont-ils été ignorés avant que quelqu'un ne décide de les regarder de plus près? L'affaire de la résidence bordelaise ne se résumait pas à un crime dissimulé derrière un mur. Il ne s'agissait pas seulement d'un procès ou d'une révélation tardive. Il s'agissait avant tout de silence. Silence à l'intérieur d'une maison, le silence au sein d'une famille, le silence au sein d'une ville, et surtout le silence qui s'installe lorsque l'épuisement nous convainc qu'il vaut mieux ne pas enquêter. Claire est à peine descendue au sous-sol ce matin-là. Et c'est la partie la plus troublante de l'histoire. Ce n'était pas un instinct héroïque qui la motivait, ce n'était pas un courage extraordinaire, c'était une petite décision. Vérifiée 2 fois. La morale de cette histoire ne se trouve pas au tribunal. Ce n'est pas dans la phrase, même pas lors de la révélation finale des alliances. Tout réside dans la différence entre soupçonner et agir. Pendant des décennies, cette version a été acceptée par commodité, une dispute conjugale, une disparition, une histoire mal expliquée mais jamais vraiment remise en question. Julien a grandi en entendant un récit façonné par la peur et l'intérêt personnel. La ville a préféré ne pas s'attaquer aux rumeurs. D'autres victimes potentielles sont restées silencieuses. La véritable horreur ne se cachait pas dans la cave.
Cela figurait parmi les omissions. Cette histoire révèle aussi quelque chose d'encore plus subtil. L'épuisement est un terrain fertile pour la tromperie. Claire a presque douté d'elle-même, car elle était fatiguée. Il a presque rationalisé ce qu'il voyait. Il a presque imputé ce qui constituait une preuve concrète à ses propres erreurs professionnelles. Combien de fois faisons-nous la même chose? Combien de fois négligeons-nous un détail parce que nous sommes débordés? Combien de fois acceptons-nous une explication simpliste pour éviter la confrontation? Dans combien de cas le silence semble-t-il plus confortable que la vérité? Le point culminant n'était pas explosif, c'était inévitable. Car lorsque quelqu'un décide d'enquêter en profondeur, le passé commence à s'effondrer. Et c'est peut-être là la plus grande leçon. La vérité n'a pas besoin de spectacle. Il vous faut de la persévérance. Julien avait le choix. Pierre avait le choix. La ville avait le choix. Et Claire en avait une aussi. La différence résidait dans le moment où chaque personne décidait d'agir ou de ne pas agir. Cette décision a permis de rendre justice. Mais la réflexion va au-delà de la condamnation. Cela nous rappelle que les structures physiques peuvent cacher des secrets, mais les structures émotionnelles, la peur, la facilité, le silence, dissimulent bien plus encore. La maison de Bordeaux n'était pas hantée. Elle reposait sur un mensonge répété suffisamment longtemps pour paraître vrai. Et lorsque le mensonge s'est effondré, aucune malédiction n'a subsisté. La responsabilité demeure. Le message le plus profond de cette histoire est peut-être de comprendre que le mal commence rarement par quelque chose de grandiose. Cela commence par de petites concessions, d'un regard distrait, avec une question restée sans être posée, avec une question restée sans réponse. Et c'est ainsi que ça se termine aussi, avec une décision apparemment simple. Descendez au sous-sol. Regardez encore. N'acceptez pas la première explication. S'il y a une leçon morale à tirer de tout cela, c'est celle-ci. La vérité peut être enfouie, mais elle ne cesse jamais d'exister. Et il y aura toujours un moment où quelqu'un aura l'occasion de choisir entre garder le silence ou révéler ce qui est caché. Claire a choisi de le révéler. Ce faisant, il a libéré non seulement une maison, mais toute une histoire de toute distorsion. Je vous laisse maintenant avec une question. À vous qui avez suivi chaque détail jusqu'à présent, si vous étiez à sa place, confronté à un signe étrange au milieu de l'épuisement et du doute, enquêteriez-vous ou choisiriez-vous de l'ignorer? Parfait. On va conclure. Ce genre d'histoire ne s'arrête pas à la fin du procès. Ils continuent de vivre à travers les questions qu'ils laissent derrière eux, dans le malaise silencieux qu'ils provoquent. Dans le reflet qui subsiste même après que la scène finale semble terminée. La résidence bordelaise est redevenue une maison ordinaire. La ville a repris son cours normal, les journaux sont passés à d'autres affaires, mais la question centrale demeure. Combien d'histoires restent cachées derrière des murs que personne n'ose examiner? Ce qui n'était au départ qu'un soupçon à peine ignoré s'est transformé en une révélation qui a duré des décennies. Il n'y avait aucun phénomène surnaturel. Il n'y avait aucun mystère inexplicable. Il y avait des choix. Et c'est ce qui rend la chose d'autant plus inquiétante. Si vous avez suivi jusqu'ici, c'est parce que vous comprenez que les histoires les plus marquantes ne sont pas celles qui crient haut et fort, mais celles qui murmurent jusqu'à ce que quelqu'un décide d'écouter. Chaque détail de ce récit a été conçu pour montrer que le véritable suspense ne se trouve pas dans l'obscurité. Je ne suis pas sûr. C'est ce moment où l'on réalise que quelque chose ne va pas et où l'on doit décider quoi faire de cette prise de conscience. Si cette histoire vous a fait réfléchir, si elle a suscité des questions, ou si elle a retenu votre attention jusqu'à la toute fin, alors cela signifie que son objectif a été atteint. Ici, chaque récit vise plus qu'un simple divertissement. Elle cherche à provoquer. Elle cherche à nous rappeler que le silence peut être confortable, mais qu'il est rarement innocent. Et maintenant, je veux savoir de votre part, de quelle ville suivez-vous cette histoire? Seriez-vous descendu à la cave ce matin-là, ou auriez-vous ignoré les signes? N'hésitez pas à laisser votre réponse en commentaire. Votre point de vue enrichit cette communauté,
qui s'agrandit à chaque nouvelle histoire. Et si vous appréciez les histoires réalistes, les mystères bien construits et les récits qui explorent le côté plus intime de la nature humaine, abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications pour ne pas manquer les prochains cas, parce qu'il y a d'autres maisons, d'autres villes, d'autres vérités enfouies attendent d'être révélées. Et la prochaine histoire pourrait commencer par quelque chose d'aussi simple qu'un détail déplacé. À bientôt pour la prochaine histoire.